Dans cette leçon, on va découvrir les étapes pour créer un module donc de Deep Learning avec un réseau de neurones artificiels. Donc, on va commencer par le développement d'un modèle d'apprentissage de Deep Learning avec bien sûr la bibliothèque TensorFlow et Keras, l'API qui va nous permettre de haut niveau, qui va nous faciliter la création de ce module, un modèle plutôt. Alors, bon, les étapes pour la création d'un modèle, on va commencer par la définition des tensors. Les tensors, donc, normalement, il va y avoir 4 tensors, 2 pour l'entraînement et 2 pour les tests. Les 2 pour l'entraînement, ça va être un tensor pour les caractéristiques et un tensor pour les étiquettes. Et pour le test, la même chose, des tensors pour caractéristiques de test toujours et des tensors pour les étiquettes. Ensuite, on va construire le modèle. Donc, préciser le nombre de couches. Ensuite, on va compiler le modèle. Donc, on va lui passer des paramètres concernant, par exemple, la fonction de perte, le choix de l'algorithme, par exemple, la précision, etc. Donc, il y a des paramètres normalement. Donc, avec Keras, tout est prédéfini. Donc, il suffit de choisir les paramètres. Ensuite, après la compilation, on va commencer l'entraînement avec les tensors d'entraînement. Ensuite, on va tester le modèle. Donc, c'est comme le machine learning. D'ailleurs, le deep learning est une catégorie, une sous-catégorie du machine learning. Et bien sûr, à la fin, on va réaliser une prédiction pour voir le résultat. Très bien. Donc, normalement, la leçon précédente, on a déjà vu comment créer des tensors. Donc, dans cette leçon, on ne va pas vraiment faire un exemple, donc faire un cas pratique. On va juste énumérer les étapes. Ensuite, dans la prochaine leçon, donc, on va commencer à vraiment appliquer avec un exemple et des données réelles et voir comment le modèle apprend et afficher le résultat donc, avec les itérations, donc les époques pour corriger les erreurs et avoir un résultat performant. Donc là, on va passer directement à la construction du modèle. Donc la construction consiste tout simplement à définir la configuration des couches, les couches de neurones artificiels. Donc chaque couche de neurones composée d'une ou plusieurs couches de neurones, bien sûr. Donc avec Tensor, la version 2, il n'est pas nécessaire de définir chaque neurone et les connexions individuellement. Donc on va utiliser directement Keras pour créer ces couches. Par exemple, on va, bien sûr, ici, on va créer une couche de neurones de type dense. Donc, pour cela, on va bien sûr importer TensorFlow. Ensuite, on va faire appel à Keras. Donc, puisque Keras est déjà intégré avec TensorFlow, la version 2, donc on va directement, donc on ne va pas l'importer ici. Donc, dès qu'on importe TensorFlow, ça veut dire qu'on a importé avec lui l'API Keras. Alors, Keras, ensuite, on va faire appel à la fonction layers.dense. Donc ça, c'est un type de neurone. Donc dense, c'est une couche de neurones condensée, toujours artificielle. Donc cette couche, elle va effectuer des opérations de transformation linéaire sur les données d'entrée. Donc on l'appelle, c'est une couche, elle est couramment utilisée dans TensorFlow. Donc elle est appelée couche NN régulière densément connectée. Ou on peut trouver un autre type de couche avec Keras toujours. Il va créer le type de couche flatten. Donc toujours ATF, Keras, Layers, flatten. Cette couche, elle va aplatir une structure de données à plusieurs dimensions pour la rendre une structure de données à une seule dimension. Donc par exemple de 2D vers 1D, donc la dimension. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour la faire passer vers la prochaine couche qui est dense, cette couche qui accepte que des données donc, à dimension réduite à une seule dimension. C'est ce qu'on appelle aplatir les données d'entrée. On trouve cette couche en général, donc on la trouve au début de notre modèle de couche, de réseau de neurones. Tout simplement pourquoi? Pour transformer, aplatir, ensuite pour les injecter dans les couches intermédiaires. Voilà. Alors,
Pour mieux comprendre, si on souhaite soumettre une image, par exemple, voilà, une image à un réseau de neurones, on aimerait bien classer cette image. Elle représente quoi? Par exemple, une image de chien. Normalement, le résultat final, elle va classer l'image dans la catégorie des animaux chiens. Donc, cette image, on va la passer, elle va avoir la forme n fois n. Donc, n fois n, donc c'est nombre de lignes, de colonnes, donc les pixels, en ce qui concerne les pixels de longueur, largeur, et sera donc bidimensionnel. Donc, pour l'insérer dans le réseau de neurones, afin d'avoir une classification, on doit au préalable la passer dans cette couche flatten qui va l'aplatir et la rendre pour l'ensemble de données va devenir des données unidimensionnelles. Une autre couche qu'on trouve fréquemment, c'est la couche normalisation. Donc toujours avec Keras, on va créer la couche normalisation. Et bien tout simplement, elle constitue la première couche du réseau de neurones. Et ça va normaliser les données. Pourquoi? Pour faciliter l'exploitation des données et stabiliser ainsi qu'accélérer l'entraînement du modèle. Voilà. Au final, pour construire un modèle, on est dans l'étape bien sûr construction, donc on va spécifier les couches. C'est ça la construction. Donc pour construire un modèle, on va utiliser la fonction séquentielle de Keras. Donc on va créer le modèle égal. Donc ça, c'est une variable qui est le modèle. Vous allez donner n'importe quel nom. Égal tf.keras.séquentiel. Et entre parenthèses, on va passer une liste de paramètres. Donc entre crochets, on va passer la liste de paramètres. Premier paramètre, ça va être la donnée d'entrée. Donc ça, c'est pas vraiment une couche de neurones, c'est tout simplement la forme, par exemple, les données à faire, à passer dans le réseau de neurones. Donc on va entrer des données de type shape, donc la forme 128-128, donc c'est bidimensionnel. Donc pour l'aplatir, on doit la passer dans la couche flatten, donc dans l'ordre. L'ordre est important. Donc après avoir aplati la forme, donc elle devient une forme 1D, comment elle va faire? Elle va multiplier 128 fois 128, le chiffre résultant, un scalaire, elle va le passer à la couche dense. La couche dense, c'est normalement la couche intermédiaire. C'est elle qui va faire le gros travail, le calcul. Donc ça, c'est l'entrée. Ça, c'est dense, intermédiaire. Elle contient 128 neurones. Donc là, on dit à notre modèle que la couche intermédiaire, qui va en faire le calcul, contient 128 neurones. Ensuite, la dernière couche, c'est la couche de sortie, toujours une couche dense. Donc elle contient plusieurs neurones, 12 dans notre cas. Donc notre modèle, au final, il va accepter... Il va aplatir les données pour les faire passer à une couche intermédiaire. Donc il contient 3 couches. La couche d'entrée qui pour aplatir, la couche intermédiaire pour faire le calcul qui contient 128 neurones. Et la couche de sortie qui contient 12 neurones. Donc on va avoir 12 valeurs de sortie. Voilà, en général c'est ça. Donc vous voyez que tellement c'est simple, avec Keras, ça simplifie la création des modèles avec la bibliothèque TensorFlow. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la compilation. Donc la compilation, c'est tout simplement, on va passer des paramètres pour vraiment avoir un modèle prêt pour l'entraînement. Ces paramètres vont avoir un lien avec, par exemple, la fonction de perte. Donc, pendant la compilation, on va passer un paramètre qui va choisir la fonction de perte. Donc, la fonction de perte, bien sûr, elle mesure la précision du modèle pendant la phase d'entraînement. Voilà. Donc, un autre paramètre, c'est l'optimiseur. Qu'est-ce qu'il fait? Il gère la manière et les paramètres à mettre à jour pendant la phase d'entraînement. Donc, ça, c'est en quelque sorte pour corriger notre modèle à chaque itération, à chaque époque. Et la métrique, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle permet de suivre la progression de l'entraînement. Voilà, et des tests du module. Donc tout ça, c'est pour le rendre plus performant, pour donner un résultat exact, précis. Donc tous les éléments sont déjà disponibles dans le module Keras. Donc ça va simplifier la compilation, toujours. Donc avec la compilation, on va utiliser la fonction compile. Voilà, la fonction compile. On va passer les 3 éléments qui sont la précision,
Donc la précision, l'optimiseur, le métrique et la fonction de perte. Normalement, le métrique, c'est la précision. Donc on va, notre modèle, compile, la fonction compile, donc on va le compiler avec les options. Donc l'optimiseur, on va choisir l'algorithme Adam qui est un algorithme performant et donc couramment utilisé. Loss, c'est la fonction de perte. Voilà, c'est tout ça. Ok, c'est la fonction de perte. Et la métrique, bien sûr, là, pour permettre de suivre la progression de l'entraînement et des tests. Très bien. Alors, voilà, après la compilation, donc on va commencer l'entraînement et le test du modèle. Donc ça, c'est l'avant-dernière étape. Et ben, pour l'entraînement et les tests, on va créer bien sûr 4 tensors. 2 tensors pour l'entraînement et 2 tensors pour le test. N'oubliez pas, le tenseur, ça veut dire l'ensemble des données et des paramètres, les billets et le poids des liaisons, ainsi que les fonctions, les paramètres, les fonctions pour corriger donc les sorties. Tout ça se trouve dans le tensor. C'est l'élément de base de TensorFlow. Donc, pour les données, les tenseurs d'entraînement, on a les tenseurs des caractéristiques et les tenseurs des étiquettes. C'est la même chose pour les tests. Donc, pour faire ça, donc, on va faire appel, bien sûr, à la fonction fit qu'on a déjà vue concernant l'apprentissage automatique. Donc, le modèle fit, on va commencer l'entraînement. Donc, on va passer les caractéristiques. Donc, le tenseur train feature qu'on a déjà créé et le tenseur train l'appelle les étiquettes. Et l'époque 100. L'époque 100, ça veut dire 100 itérations. Donc 100, il va faire 100 fois l'entraînement. Chaque étape, il va corriger les poids et les billets pour chaque neurone pour avoir un résultat correct. Il va, bien sûr, grâce à ces paramètres qu'on a déjà passés, il va savoir la précision, donc le suivi de l'entraînement pour avoir un résultat fiable. Très bien. Après, bien sûr, l'entraînement, on va évaluer notre modèle. Donc, pour l'évaluer, on va utiliser la fonction evaluate de notre modèle. Donc, cette fonction, elle va envoyer deux valeurs. Une valeur pour la fonction de perte. Donc, elle va envoyer la valeur donc, de perte. Et la deuxième valeur, c'est la précision qu'on va affecter à nos deux variables qu'on a déjà créées. Donc, deux variables qui vont contenir quoi? L'évaluation de quoi? Bien sûr, on va passer les tensors de test. Tensor, donc de test, le test feature, caractéristique, et test label les étiquettes pour vérifier est-ce que vraiment les résultats sont exacts, sont proches des valeurs réelles. Donc, cette fonction renvoie à la perte et la précision du modèle sous forme de valeur. Voilà, ça c'est la perte et ça c'est la précision. Accuracy. Ensuite, la dernière étape, bien sûr, ça va être la prédiction. Donc, pour la prédiction, normalement, à cette étape, on va lui donner des données, donc on va lui passer des valeurs qu'il n'a jamais rencontrées, et pour ensuite prédire, donc soit, bien sûr, donc ce modèle de deep learning, ça va soit avoir un résultat pour classifier ou prédire. Donc, on va faire appel à la fonction predict. Avant cela, on va parler du résultat à la sortie. Donc, normalement, les 12 neurones, parce que notre couche de sortie contient 12 neurones, vont nous donner des données sous forme de logits, ce qu'on appelle logits. Logits, ça veut dire des données brutes, des résultats bruts, des chiffres. Des fois, ces chiffres ne sont pas vraiment clairs, donc pour cette raison, on va ajouter une couche. Cette couche s'appelle softmax. Donc, cette couche, elle va ajouter à la fin de notre structure réseau de neurones, donc de notre modèle. Et bien sûr, si on ajoute une couche, bon, notre modèle il est déjà compilé. Ok, donc normalement, si on ajoute des couches, ça veut dire qu'on va modifier notre modèle pour pour d'autres utilisations. Voilà, donc si on ajoute une couche, donc ça veut dire qu'on va le recompiler. Voilà. Mais cette couche spéciale qui s'appelle softmax, c'est une couche qu'on peut l'ajouter à la fin et sans recompiler notre modèle. Donc ça veut dire qu'on va étendre notre modèle pour créer un nouveau modèle avec une couche à la fin supplémentaire. Donc on ne va pas recompiler
notre modèle. Donc il va garder les paramètres de la fonction de Berth, la précision, etc. Il va seulement étendre, on va étendre notre modèle pour créer un nouveau modèle qu'on va lui appeler, donner le nom, par exemple, probabilité modèle. Mais cette couche, elle sert à quoi? Eh bien, tout simplement, les sorties que je vous ai parlé, donc les sorties logiques, qui sont des données, des valeurs brutes, des fois, elles sont pas claires, donc on va créer cette couche qui va transformer les logits, donc les sorties brutes, les valeurs de résultats bruts, pour les rendre des valeurs de probabilité. Et de cette façon, donc, elles vont faciliter l'interprétable. Donc, les données vont l'interprétabilité des valeurs de sortie. Donc, le résultat va devenir un petit peu clair. Très bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est plus recommandé d'utiliser les sorties brutes sans ajouter cette couche pour juste avoir une rapidité, la stabilité et ainsi que malgré que ce sont des données brutes, mais des fois c'est interprétable, donc on n'est pas obligé d'ajouter cette couche. Donc, en tous les cas, pour ajouter cette couche, on va créer un nouveau modèle, puisqu'on va l'étendre. Donc, on va créer un nouveau modèle. Ce modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comme s'il va créer, donc, il va construire notre modèle, mais non. Donc, on utilise la fonction séquentielle, mais on va tout simplement lui faire passer modèle. Donc, il va prendre toutes les couches de notre réseau de neurones artificiels et il va ajouter à la fin, bien sûr, notre couche softmax avec, bien sûr, keras.layers toujours. Mais cette fois-ci, je ne vais pas écrire, par exemple, dense ou normalisation ou flatten, mais plutôt softmax. Donc ça veut dire là il comprend qu'il ne va pas recompiler notre modèle, mais ajouter cette couche juste pour rendre les valeurs donc pour donner des résultats euh, sous forme de probabilité. Voilà. Alors, en tous les cas, maintenant, pour compiler, on va utiliser bien sûr notre modèle. Donc, on va les mettre dans une variable. Donc, on va faire appel à notre nouveau modèle avec la couche supplémentaire qui va transformer les données de sortie en probabilité. Et bien sûr, on va faire appel à predict. On aurait pu utiliser le modèle original, hein, écrire seulement modèle.predict. Mais là, ça veut dire qu'on va transformer, convertir les résultats en probabilité. Donc, toujours predict, hein. On a utilisé ça avec le machine learning. Et on va lui donner le nouveau caractéristique, une nouvelle caractéristique pour voir la prédiction, donc soit classification, soit régression. Donc le résultat, ça va être stocké dans cette variable. Donc cette variable, c'est quoi? C'est un tableau. Et ce tableau, donc, il contient toutes les prédictions divisées par le pourcentage. C'est ça le résultat. Donc pour accéder aux éléments du tableau, on va utiliser par exemple la fonction np.argmax, ensuite predict, i, c'est la position de l'élément à afficher. Je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, si predict i, et par exemple, elle va nous donner ce résultat. Donc, si on fait la somme de ce résultat, on va trouver 1. Donc, ça veut dire que la prédiction, elle a classé cette sample, donc cet exemple, ces caractéristiques, elle les a classées dans la classe 1. Pourquoi? Parce que la somme du résultat de la prédiction égale à 1.